Une semaine dans le monde, le retour, toute l'actualité de la semaine vue comme chaque semaine par nos éditorialistes, avec aujourd'hui à nos côtés Cécile Amar, journaliste à l'Observateur, également avec nous Laure Simoès de Cartooning for Peace, Ziad Limam du mensuel Afrique Magazine et Claude Veil, éditorialiste à Nice Matin. Var Matin, Claude Veil, on évoquait à l'instant le deuxième débat entre les candidats à l'investiture de la droite et du centre pour la présidentielle, et on le disait, donc Nicolas Sarkozy, qui a concentré les critiques de ses principaux anciens ministres pour la plupart. Est-ce que ça peut le servir, paradoxalement, Nicolas Sarkozy ? Paradoxalement, ça peut le servir, parce que d'abord, dans la dramaturgie télévisuelle, comme vous savez, il y a une sympathie, il y a une empathie naturelle pour celui qui est attaqué. Celui qui en prend plein la figure, en général, les gens se portent à son côté. Et deuxièmement, ça lui va assez bien. Seul contre tous, dans le storytelling Sarkozy, c'est un classique. Hein. Je suis celui dont personne ne veut, tous les juges sont contre moi, la droite est contre moi, la gauche est contre moi. Il y a un côté héroïque dans cette position de celui qui est sur tous les fronts. Et qui parle au peuple. Qui parle probablement au noyau dur de son électorat. Ouais. C'est-à-dire, il a raté son émission, il voulait hier faire le procès de Juppé, c'est-à-dire l'alternance molle, comme il dit. Il n'a pas réussi parce qu'il s'est trouvé dans les cordes, obligé de se défendre, lui, sur son bilan, face à des candidats qui, comme le disait Cécile Amar, ne sont plus du tout intimidés. Ils n'inspirent plus rien, ni la peur, ni la déférence, ni la révérence, ni rien. C'est un parmi 7. Il fait partie des 7 nains, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on ne sait plus le président Sarkozy, c'est un candidat parmi les autres, et pour qui le fait d'avoir été n'est pas un atout, mais un handicap. C'est-à-dire, lui, il a cru qu'il allait arriver en disant, il l'a fait d'ailleurs hier soir, je suis le président Sarkozy, quoi. À chaque fois qu'il y avait une position un peu délicate, il dit, attendez, moi je suis ancien président, je sais de quoi je parle. Et il s'est pris dans les dents de Copé, je crois. On n'est pas à l'école, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, on n'est pas à l'école. Donc il est obligé d'accepter de se mettre sur un pied d'égalité avec les autres. Mais d'une certaine façon, c'est vrai que je ne suis pas surpris que dans les premiers sondages, l'électorat de droite, bizarrement, il lui a donné plutôt une petite surcote, parce que je pense que ça correspond bien au positionnement qu'il veut se donner. Alors, sondage Elab, effectivement, qui montre que 34% des personnes interrogées juste après le débat estiment que c'est Alain Juppé qui a remporté ce second débat entre les candidats, suivi 24% de Nicolas Sarkozy. Mais quand on interroge parmi les sondés, les électeurs de droite et du centre, et c'est important, c'est Nicolas Sarkozy qui vient en tête, 31. Et voilà, 31 contre 29. Donc là, ça se resserre, et puis surtout, ça veut dire que Nicolas Sarkozy a finalement plutôt parlé au-delà du simple électorat LR. Alors, mais qui pèse. Le problème, moi, je n'étant pas un militant des Républicains, je ne sais pas. Je constate que dans les meetings, il suffit de prononcer le nom de Bayrou, ça marche, c'est formidable. Vous dites Bayrou, les gens font ouh, etc. D'ailleurs, encore faut-il savoir le dire. Non, mais c'est vrai qu'Alain Juppé avait essuyé d'ailleurs les sifflets. Sarkozy, après avoir tenté plusieurs trucs qui n'ont pas trop bien marché, comme le référendum, etc. Là, il pense avoir trouvé la martingale pour déstabiliser Bayrou, pour déstabiliser Juppé, parce qu'évidemment, en attaquant Bayrou, c'est de Juppé qu'il s'agit. Il s'agit de démontrer qu'en réalité, l'alternance, il ne la fera pas, la rupture, il ne la fera pas, parce qu'il sera lié par otage de Bayrou, du Modem. C'était l'argument hier qu'il a développé, Sarkozy, qui n'était pas maladroit, consistant à dire, vous avez vu comme Hollande a été empêtré par ses frondeurs. Au fond, puis les alliances conclues par Aubry avec les écologistes, va avoir le même problème. Il faudra qu'il se traîne avec ce boulet des députés centristes qui vont l'empêcher de faire les réformes. Comment expliquer en termes simplement stratégiques que finalement 6 candidats se liguent contre Nicolas Sarkozy? C'était par conviction? Est-ce qu'il y avait un véritable intérêt à le descendre lui plutôt que Juppé, Cécile Amar? D'abord, ça préfigure ce qui se passera entre les deux tours. Parce que Nicolas un ralliement général derrière Juppé. Bruno Le Maire a dit qu'il ne se rallierait à personne, mais grosso modo, d'abord ils vont se rallier à celui qui a le plus de chances de gagner, parce que c'est quand même les logiques de primaire et les logiques des élections et les logiques des partis politiques, c'est quand même d'aller vers le vainqueur. Ça va assez rarement spontanément vers celui qui doit perdre. Et le vainqueur, c'est celui qui vire forcément en tête du premier tour? Non, mais c'est celui qui est donné vainqueur dans les sondages, parce que ce qui s'était passé à la primaire de la gauche, et c'est quand même aussi ça, c'est que les gens qui vont voter dans une primaire, maintenant on le sait, ils votent, en tout cas ils pensent qu'ils votent pour celui qui sera président de la République. Il va gagner, pas forcément pour le candidat de leur cœur. C'est ça, mais c'est pas... Donc ce qui s'était passé, ce qui avait quand même beaucoup poussé Hollande dans la primaire de la gauche, c'est qu'il était donné
pas en intention de vote de la primaire, mais en vraie intention de vote, très au-dessus et battant Nicolas Sarkozy. Ce qui est frappant dans tous les sondages aujourd'hui, c'est qu'Alain Juppé, il est très, 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 très haut, mais aux intentions de vote présidentielles. C'est-à-dire qu'il est aux alentours de 29-30%. Il est dans la plupart des sondages le seul qui est devant Marine Le Pen. Si les gens désignent Nicolas Sarkozy, à l'heure où on parle, il est au second tour parce que la gauche est très très faible, mais les marges sont bien plus... À ceci près, il y a dit même que cette fois, il n'y a pas de doute sur la victoire de la droite, alors qu'en 2012, il pouvait y avoir quand même encore une incertitude. Là, cette fois-ci, on sait que le candidat... On est à 6 mois d'une élection. Moi, j'ai un doute raisonnable, un doute raisonnable de journaliste au moins. Ouais. Je me dis qu'une élection n'est jamais jouée. Il y a beaucoup d'inconnus à gauche. Je sais bien qu'elle paraît encore un petit peu fragile, mais une candidature Macron viendrait beaucoup perturber le jeu de tout le monde. Moi, je dis, attendons de voir qui sort. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas envie de se faire plaisir quand on est électeur de droite aujourd'hui en se disant finalement, on peut voter pour son choix de cœur. Je sais pas, là, vous m'entraînez sur le terrain de la complexité psychologique de l'électeur, mais je pense que Claude a suggéré quelque chose tout à l'heure. Il a quand même parlé du bilan Sarkozy. Le bilan Sarkozy, c'est quelque chose qui va traîner aussi, qui est là. Les gens le savent un peu quand même, que ça a été difficile. Et vous parliez des 6 qui le détestent. Sur les 6 qui le détestent, il y en a 5 qui ont bossé avec lui. Et qui s'en rappellent dans leur chair, quand M. Fillon a été traité de premier collaborateur, que M. Juppé a été traité de maire sympathique de Bordeaux, Bruno Le Maire qui a été ministre de l'Agriculture, qui a été humilié dans cette fameuse séquence où il y avait un changement de Premier ministre. Donc tous ces gens ont vécu des choses avec lui et ils n'ont absolument pas envie de refaire 5 ans avec lui. Parce que comme ils se sont tous grillés, en plus... vous voulez dire que c'est de l'humain, c'est même plus du calcul politique. Mais c'est évidemment humain. C'est-à-dire quelqu'un comme le pire cauchemar de Fillon, c'est d'avoir un président Juppé pour 5 ans de plus. Pire cauchemar. C'est très difficile. La victoire de Juppé, je crois, enfin, au moins pour ce qui concerne NKM, c'est tout à fait transparent. Copé, qui est devenu un pistolero incroyable. Hier, il me faisait penser à Laurent Baffy. Chaque fois que Sarkozy ouvrait la bouche, il en prenait une. C'est vraiment un sniper maintenant sur les plateaux télé. C'est peut-être pour ça. Il y en a au moins 3. Donc, Kosciusko-Morizet, Copé et je ne sais plus quel est le troisième, qui manifestement... Le maire. Pardon ? Et le maire aussi. Le maire est plus ambigu. Souhaite et anticipe la victoire de Alain Juppé. Donc ça fait 2 raisons de le soutenir. Le souhait et l'anticipation, parce qu'en effet, en politique, on préfère aller à la victoire qu'à la défaite. Le maire, c'est un peu plus compliqué. Il a dit qu'il ne prendrait pas position, parce que le maire, ça c'était très très clair hier soir, lui, il n'est plus dans le 17, là, il est dans le 22. Lui, il est déjà dans l'élection d'après, donc il n'a pas très envie de se rallier, même à Alain Juppé, il se voit plutôt préparer le futur. Quant à Poisson, je ne sais pas s'il prendra position, mais lui, il pencherait plutôt a priori pour Nicolas Sarkozy. Donc, voir Marine Le Pen. Voir Marine Le Pen sur certains sujets. Non, non, il soutiendra le candidat de sortie de la primaire, puisque ici, ils sont tous engagés. Laure, là aussi, ça prête à la caricature. Puisqu'on parle de Poisson, une petite photographie proposée par Aurel, dessinateur français pour Politis. Une petite scène d'intérieur, primaire de droite, la droite tradie devant le débat. Et voilà, on voit un petit couple avec un petit verre de pinard, avec un coup de blanc pour accompagner le poisson. C'est sûr que ça passe toujours mieux avec un coup de blanc. Je ne sais pas si vous aviez un petit coup de blanc, vous, devant vos télés hier soir. Cet autre dessin de Delestre pour l'Est républicain après la guerre des boutons. Eh bien voilà, nous avons la guerre des bouffons. Il ne mâche pas ses mots. C'est vrai que cette campagne, elle a quand même un peu aussi parfois le parfum d'une querelle de jeunes écoliers dans une cour d'école primaire. Bon, c'est quand même un petit peu mieux que la campagne des États-Unis. Et d'ailleurs, CAC, dessinateur français pour l'opinion, fait aussi, lui, ce parallèle. Alors, ce dessin est particulièrement tordant. Primaire à droite, Sarkozy cherche la faille de Juppé. Et on a Sarkozy avec son ami Barouin voilà, il nous faudrait une affaire comme ça avec Juppé. Il n'a même pas d'ordinateur. C'est dommage, l'affaire des emails. Ça aurait peut-être rendu service au candidat Sarkozy. Moi, si j'avais été dessinatrice, hier soir, j'ai beaucoup rigolé autour des lapsus répétés autour
du nom de Bayrou, Barouin. Si j'avais été dessinatrice, si j'avais eu le talent du crayon, moi je les aurais tous mis dans une salle d'attente chez l'orthophoniste pour faire une rééducation. Parce que du coup c'était raté, tout le monde attendait cette petite scène, mais voilà, tout le monde s'est pris les pieds dedans. C'était assez savoureux. Un petit dessin efficace de Nicolas Badeau pour le Vif l'Express, les sondages de la primaire. Représenté avec un graphique que tout le monde reconnaîtra. Et puis, pour terminer, ce dessin intéressant quand même de Goutal. Important, qui met le doigt là où ça fait mal, parce que finalement, la dimension politicienne de ce débat, ça va 2 minutes. On a ces jeunes qui se demandent, et à part ça, vous avez des idées pour notre avenir, et qui interpellent les 2 candidats. C'est une vraie question qui se pose. Autre sujet de la semaine, la guerre aux terroristes du groupe État islamique. On est entré dans la phase décisive en Irak. Les forces d'élite de l'armée irakienne ont pu pénétrer pour la première fois depuis 2 ans et demi dans Mossoul. L'offensive, lancée 3 semaines maintenant, se heurte aux méthodes de guerre asymétriques des djihadistes, attaques à la voiture piégée, bâtiments minés et des civils ballottés par milliers de ville en ville, utilisés comme boucliers humains. C'est ce que dit même le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Et puis ce message audio cette semaine d'Abou Bakr al-Baghdadi, la figure officielle de Daesh, qui appelle les djihadistes à lutter jusqu'au martyr dans Mossoul. Vous l'avez vu sur cette carte à l'instant, la progression de l'armée irakienne. Zaid Limam, comment interpréter ce message d'al-Baghdadi? Ça va être dur ou au contraire, est-ce qu'il y a une démobilisation au sein de Daesh qui justifie qu'al-Baghdadi sorte du silence pour essayer de l'endiguer? Je n'ai pas des éléments... je ne sais pas comment l'interpréter, sauf un appel à la mobilisation dans une situation qui, militairement, malgré tout, semble assez compromise pour l'État islamique. C'est une question de semaines, peut-être plus, mais visiblement, l'étau se resserre sur Mossoul. Et puis, je pense que la phase 2, dont on parlera probablement dans quelques semaines, qui sera Raqqa et la Syrie. Donc, je pense qu'on est déjà dans cette configuration et que donc il y a un appel aux troupes. Et je trouve que le débat est particulier parce qu'on est absolument fasciné, comme souvent, par les opérations militaires, par les images qui arrivent. Et il y a quand même un débat du après Mossoul sur le plan politique qui est très très important et dont on parle peu, y compris sur le plan politique en France, parce que qui va gérer cette ville, comment ça va se partager, comment vont se répartir les différentes puissances qui jouent autour de tout ça. La Turquie, les Américains, les Kurdes 1, les Kurdes 2, les Kurdes 3. Enfin bref, tout ça est très compliqué. Et je pense qu'il faut qu'on arrive sur cette affaire-là à essayer de remonter d'un ou 2 étages pour essayer de poser les enjeux vraiment structurants. Parce que, certes, la bataille de Mossoul, mais après Mossoul, c'est presque aussi complexe que la bataille de Mossoul. Vous voulez dire qu'on se précipite peut-être trop dans une vision c'est purement militaire des choses? Oui, voilà, c'est l'actualité, c'est prenant. Mais aujourd'hui, quand Mossoul sera libérée, et par qui elle sera définitivement libérée, quelle sera la force la plus puissante dans la libération? Qui va gérer cet espace? Est-ce que c'est ce qui reste de l'État centralisé irakien? Est-ce qu'il va y avoir une influence kurde? Est-ce qu'il va y avoir les Turcs ont clairement dit que rien ne se fera sans eux dans cette région, ce qui est quand même un message particulièrement intéressant. Donc tout ça... Oui, parce qu'il y a des Turkmènes, il faut le dire, voilà, les Turcs défendent notamment les intérêts turkmènes et voient les milices chiites arriver avec pas mal d'inquiétudes. Et puis il y a derrière, mais j'imagine qu'on en parlera 5 minutes tout à l'heure, il y a derrière aussi une espèce, le fameux rêve néo-ottoman et la neutralisation d'un espace kurde, tout ça, ça fait partie. Donc c'est quand même ça devrait nous interpeller. Il se passe sûrement des choses, comme on disait dans le 19e siècle, le 20e siècle, dans les chancelleries. Je ne sais pas ce qui s'y passe, mais ça mériterait qu'on s'en préoccupe. Claude Veil, la France a une responsabilité face à ce qui est d'ores et déjà prédit comme un désastre humanitaire, avec évidemment ces camps de réfugiés. l'ONU parlait il y a 10 jours de 1 million de réfugiés sous peu. Prédit, redouté. Oui. Il est difficile aujourd'hui de prédire un drame humanitaire, mais l'ONU a mis en garde, en effet, depuis déjà dès le lancement des opérations, contre le risque effroyable qui pèse sur les populations. On ne peut pas imaginer qu'1 million de personnes soient chassées de la ville et errent dans le désert, dans un froid qui va être dans un froid polaire dans quelques semaines, etc. Donc il faut que la bataille soit courte. Et en effet, les Alliés ont quand même mis le paquet. Donc en effet, il n'y a pas d'incertitude sur l'issue militaire. Mossoul sera reprise. Bon, ça prendra 15 jours, 3 semaines, ou 1 mois, j'en sais rien. Je ne suis pas stratège militaire. Mossoul sera reprise. La question, c'est de savoir
si les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne va pas recréer un désastre politique équivalent à celui sur lequel s'est installé l'État dit islamique. Ne pas oublier que les troupes de l'État islamique sont entrées dans Mossoul pratiquement sans tirer un coup de feu, que la ville s'est soumise. Pourquoi ? Parce que l'armée irakienne s'est débandée, parce que les populations locales sunnites, etc., etc. Bon, on ne va pas faire de la géopolitique de cette région compliquée où vous connaissez la formule. Si quelqu'un vous explique le Proche-Orient et que vous pensez avoir compris, c'est qu'il a mal expliqué. En tout cas, la question du jour d'après est posée et il est d'usage aujourd'hui de taper sur Hollande même quand il pleut ou qu'il fait beau, mais il faut reconnaître que la France, sur ce dossier-là, dès le départ, Hollande a été très allant sur l'exigence formulée sur la scène diplomatique d'avancer des solutions politiques viables, pas seules, de ne pas se contenter uniquement de tirer dans les soldats, qui se suicident tout seuls, dans les combattants de Daesh, mais de commencer à organiser l'après, parce que l'après conditionne aussi de l'après en Syrie, ça conditionne de l'après de toute la Mésopotamie, où il ne s'agit pas seulement d'éradiquer Daesh, il s'agit de reconstruire une région du monde, pas forcément sur les frontières d'ailleurs, du monde qui est totalement bouleversée par un demi-siècle, même un siècle de guerre permanente. Oui. Derrière l'offensive sur Mossoul, Cécile Amar, il y a la crainte qu'on entend maintenant exprimer depuis plusieurs semaines d'un retour des djihadistes, notamment européens et français, vers la France. Une menace qui est prise très au sérieux aujourd'hui au sein du gouvernement ici. Oui, parce que ce qui se joue, en tout cas pour eux, indépendamment de, vous avez raison les deux, de ce qui se joue vraiment là-bas, c'est évidemment pour les gouvernants et pour ce qui va se jouer sur l'opinion publique française. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, on le sait tous, on va fêter bientôt les 1 an, hélas, fêter les 1 an de l'attentat du 13 novembre, et que la question est toujours la même. C'est-à-dire qu'il y a de très nombreux Français là-bas, et qu'un jour ou l'autre... ces gens rentrent, on essaye de les empêcher, mais il y en a qui rentrent, et que là-bas, de toute façon, c'est la justification par Hollande des bombardements français et de la participation française là-bas était quand même, voilà, que ce qui se joue là-bas, c'est les attentats en France. Bien sûr. Ce qui se prépare là-bas au jour le jour, plutôt. C'est pas rien, on a largué, vous avez vu le chiffre aujourd'hui est tombé, on a largué plus de bombes en Irak, donc ça a commencé en 13, c'est ça, que dans la guerre de Libye. C'est dire. Laure, très rapidement peut-être, on n'a pas énormément de dessins là-dessus, mais on en a plus sur la Turquie. Tout et justement, à fait. passera, juste 2 dessins pour revenir sur la question des réfugiés et puis des victimes des civils, parce que Ziad le rappelle souvent sur ce plateau, et c'est bien de le faire. Il y a surtout des victimes aussi, des civils dans cette histoire. Un premier dessin de Emma Dajjaj, dessinateur jordanien, bataille pour Mossoul. Voilà, on voit qu'au milieu, ce sont les civils qui payent quand même les frais de cette bataille. Et puis cet autre dessin de Khalil, dessinateur palestinien, pour Al-Quds, voilà, qui représente Alep et Mossoul, et puis ces réfugiés qui s'agglutinent dans la frontière. On parle d'une catastrophe humanitaire. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être sur place pour s'en rendre compte. Les images parlent d'elles-mêmes. Et puis Ziad le disait à l'instant, la Turquie menace donc de franchir la frontière irakienne. Mais où trouve-t-il donc cette énergie et ces moyens, Recep Tayyip Erdogan, lui qui a déjà décimé les rangs de son administration, plus de 100 000 fonctionnaires mis à pied par les purges, 35 000 personnes arrêtées, 170 médias fermés, des journalistes sous les verrous comme ceux de Cumhuriyet cette semaine. Et puis à l'aube, le parti, la police turque a interpellé 11 députés du Parti démocratique des peuples, le HDP, le 3e parti au Parlement. Est-ce qu'on n'a pas franchi cette semaine, Ziad, la frontière ténue entre une démocratie autoritaire et une dictature? Je pense qu'on l'avait franchi il y a quelque temps et qu'on ne peut pas lire l'histoire turque, encore une fois, aujourd'hui. Le coup d'État était aussi le résultat de contraintes internes au système. Je pense qu'on utiliser le mot démocratie aujourd'hui n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est visible, c'est que l'affrontement entre l'État Erdogan et ses adversaires est un affrontement qui continue. Puisque arrestation, etc., etc. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté de l'État d'Erdogan et de l'État Erdogan d'assumer un pouvoir pratiquement entier sur la Turquie, qui renvoie
à des notions historiques. On parle beaucoup maintenant d'islamo-nationalisme, qui est une nouveauté. On avait pas mal de variantes de l'islamisme, mais l'islamo-nationalisme, c'est pas mal. Moi, je poserais deux idées comme ça pour le futur. D'abord, c'est un pays qui avait un business plan. Le business plan qui lui a permis de faire 10% de croissance entre début des années 2000, fin des années 2010. Ce business plan a explosé en vol à cause du politique. La plateforme Orient-Occident, tout ça, c'est fini. Ils font fuir les investisseurs. Oui, mais c'est un problème parce que la Turquie est un pays totalement extraverti sur le plan économique, qui a besoin de rentrer de l'argent en permanence, qui a besoin de capitaux, qui a besoin d'investissements. La livre turque dégringole depuis des mois et des mois et des mois. La bourse, etc. Le taux de croissance diminue et tout le pari erdoganien, c'était aussi de faire émerger une classe moyenne qui allait s'enrichir, etc. Donc ça, c'est en jeu. Et la deuxième chose qui est en jeu, c'est pour tous les islamistes modérés du monde. C'est un problème. La Turquie est un problème parce que tout le discours qui consistait à dire voilà la vitrine. On vous l'avait dit, c'est possible, l'AKP, tout ça, tatati tatata, des élections, des partis, des journaux, des tribunaux, de la croissance économique. Très bien. Et bien aujourd'hui, tous ces gens sont orphelins d'un système qui a quand même qui a basculé. Encore une fois, c'est assez particulier parce qu'on parle vraiment d'un truc nouveau qui serait cette espèce d'islamo-nationalisme, en plus avec des vagues références, voire fortes références ottomanes en termes de politique étrangère. Donc il se passe quelque chose de particulier. Mais malgré tout, en termes d'islamisme modéré, on a vu, c'est pas terrible. On va conclure très rapidement. Je vous demandais d'intervenir, si possible, assez vite, parce qu'on est tenu par le temps. Non, parce qu'on va faire ensuite, effectivement, les dessins des éditorialistes. Le problème pour l'Europe, est-ce que c'est pas finalement aussi le fait que y a 3 millions aujourd'hui de réfugiés syriens hébergés sur le sol turc et que l'Europe ne peut pas aller jusqu'à une certaine limite dans ses protestations, Cécile Amar? Oui, si, bien sûr. C'est ça, c'est l'échange qui a été fait, ils gardent eux les réfugiés pour qu'ils arrêtent de venir en France, est effectivement un échange dans lequel l'Europe dit rien et fait comme si c'était une démocratie. Alors ça veut dire qu'on ne pourra pas aller. La Turquie, on est obligé de discuter avec eux, ne serait-ce qu'en effet parce qu'ils ont une. Et puis parce que la Turquie est historiquement le pont entre l'Orient et l'Occident, etc. Et qu'on ne peut pas faire un trait sur l'espérance qu'a incarnée la Turquie, c'est-à-dire de faire la démonstration au monde arabo-musulman qu'une démocratie musulmane était possible. Mais il y a le seul bon côté de l'affaire. Si on peut dire, c'est qu'il y a une chose qui est définie, il y a une hypothèque qui est définitivement levée, c'est la question de l'adhésion. Ça, c'est plus la peine de faire des colloques sur l'adhésion de la Turquie, la question est réglée. Aussi longtemps qu'Erdogan embarquera son pays dans cette destination islamo-nationaliste autoritaire, avec rétablissement de la peine de mort et projet de réforme de la Constitution donnant en gros les pleins pouvoirs au président, la question de l'adhésion est réglée. Il est même question de leur exclusion du Conseil de l'Europe, dont ils sont membres depuis 1949, je crois. Donc la Turquie est en train de prendre un modèle national qui est très très loin du modèle qu'on avait espéré en 2003-2004 et qui est en train de creuser un fossé probablement irrémédiable entre l'Europe et la Turquie. Personnellement, je le regrette parce que j'adore Istanbul. Et que Istanbul, dans les années 2000, dont qu'évoquait Ziad, était une des capitales les plus vivantes d'Europe, puisque il n'y a pas de doute. La Turquie, je ne sais pas, mais Istanbul, en tout cas, est en Europe et pas de contestation là-dessus. C'était une ville dynamique, créatrice, où il y avait des artistes, où un bouillonnement intellectuel absolument passionnant. Donc c'est un deuil, c'est une tragédie. Cette nuit islamo-nationaliste qui est en train de tomber sur la Turquie, c'est une tragédie. Alors, les meilleurs dessins, malheureusement, on va devoir montrer les meilleurs. Les dessinateurs depuis lundi 31 octobre, avec l'arrestation évidemment des 15 journalistes et notamment du rédacteur en chef du journal Cumhuriyet qui était déjà en ligne de mire depuis longtemps, et notamment le dessinateur Moussa Kar, donc tous les dessinateurs de presse du monde entier se sont évidemment mobilisés. On a ce premier dessin de Semih Poroy, dessinateur turc. Évidemment, là, dans ces cas-là, toutes les métaphores sont parlantes. Alors, on a les mains menottées, on a cette proposition de Firouzeh, dessinatrice iranienne, avec les journalistes derrière les barreaux et cet Erdogan qui lit le Cumhuriyet, qu'il baïonne lui-même. Cet autre dessin à nouveau de Nicolas Vado, Abba Erdogan, évidemment, le porte-voix qui est complètement bouché par ces journaux. Il y a aussi ce dessin de Michel Kishka, dessinateur israélien, qui nous fait un petit historique de toutes les atteintes à la liberté d'expression qui ont eu lieu dernièrement. Le journal Zaman, le Cumhuriyet,
qui a toutes ces cibles jusqu'à Moussa Kart, le dessinateur. Je suis contre la liberté de la presse, je suis pour la liberté d'oppresser, dit Erdogan. Cet autre dessin de Tchir, dessinateur des Pays-Bas pour Cartoon Movement, là on voit le cercle vicieux, c'est la gomme qui mord la main qui tient le crayon. Enfin, Jouk Bertrams qui nous propose là aussi ce peuple bâillonné avec cette horrible, la voix du peuple de la nation et cet horrible portrait de Erdogan qui étouffe. On a un petit peu le souffle coupé. Et puis pour finir, un magnifique dessin du dessinateur mexicain Rodriguez pour Cartoon Movement d'après Goya et sa toile Saturne dévorant un de ses fils. Là aussi, ça se passe de commentaires et ça fait... c'est à l'image de la tragédie à laquelle on assiste en ce moment. Merci beaucoup Laure, et c'est ainsi que s'achève ce débat. Merci d'avoir été avec nous la semaine dans le monde, avec également avec nous cette semaine Cécile Amar. Merci également à Ziad Liman et merci à Claude Veil d'avoir été avec nous. Restez sur France 24, tout de suite un nouveau journal.